Alors, bienvenue à tous. Excusez-nous de ce petit problème technique, mais on est en direct, ça se voit. Donc, nous allons parler de la fête de l'Europe et nous allons parler surtout aujourd'hui de la déclaration Schuman qui fête ses 70 ans, l'âge de la maturité. Alors, pour en parler, eh bien, mon invité, c'est Pierre-Yves Monjal. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Christine. Alors, vous êtes professeur de droit de l'Union européenne à l'université de Tours, pardon, et vous êtes aussi le vice-président de la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val-de-Loire. Donc, nous allons parler de cette déclaration et peut-être avant d'en parler, nous allons l'écouter, en écouter le début, qui va nous être lu par un jeune étudiant qui est aussi comédien et qui va lire le début de la déclaration. C'est parfait, merci. La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs, à la mesure des dangers qui la menacent. La contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques. En se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. L'action entreprise doit toucher au premier chef la France et l'Allemagne. Dans ce but, le gouvernement français propose immédiatement l'action sur un point limité, mais décisif. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe. La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de bases communes de développement économique, première étape de la fédération européenne, et changera le destin de ces régions, longtemps vouées à la fabrication des armes de guerre dont elles ont été les plus constantes victimes. La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible. L'établissement de cette unité puissante de production ouverte à tous les pays qui voudront y participer, aboutissant à fournir à tous les pays qu'elle rassemblera les éléments fondamentaux de la production industrielle aux mêmes conditions, jettera les fondements réels de leur unification économique. Cette production sera offerte à l'ensemble du monde, sans distinction ni exclusion, pour contribuer au relèvement du niveau de vie et au développement des œuvres de paix. L'Europe pourra, avec des moyens accrus, poursuivre la réalisation de l'une de ses tâches essentielles, le développement du continent africain. Alors, nous allons parler de la déclaration Schuman, mais peut-être qu'avant, un petit mot quand même. Nous sommes le jour de la fête de l'Europe, 9 mai, 1950. Alors, cette fête de l'Europe, qu'est-ce qui a décidé un beau jour que l'Europe allait avoir sa fête? Alors, il ne faut pas l'oublier. En réalité, c'est assez tardif, hein, la mise en place de cette fête de l'Europe, puisque c'est en 1985, lors de la réunion du Conseil européen dit de Milan, qui réunit à l'époque les 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Europe des 10 de l'époque, eh bien que va être décidé d'instaurer, à partir de l'année suivante, de 86, une fête annuelle, la fête de l'Europe, qui fait référence, le 9 mai, bien sûr, à la déclaration Schuman, dont on a entendu quelques extraits à l'instant, et sur lesquels nous allons revenir. Donc, c'est à partir de 85 décisions politiques et 1986, première fois, que l'on fête cette fête de l'Europe à la date du 9 mai. Mais alors attention, parce que sur les questions européennes, c'est toujours assez compliqué. Il y a une autre fête de l'Europe qui est... Alors, 5 mai, c'est la référence au traité de Londres du 5 mai 1949 qui institue le Conseil de l'Europe. Donc il y a la fête de l'Europe du Conseil de l'Europe
qui tous les 5 mai, à partir de 1964 d'ailleurs, va devenir une fête qu'on célèbre, mais dont on n'a absolument pas entendu parler la semaine dernière. Et puis, à partir de 1986, il y a la fête de l'Europe, mais de la construction communautaire, donc aujourd'hui de l'Union européenne, qui est le 9 mai. Voilà, donc il y a deux fêtes de l'Europe, mais il est qu'on focalise surtout sur celle du 9 mai. Voilà, c'est important de faire la différence entre l'Europe et l'Union européenne. Voilà, et effectivement, dans la période de Schuman, c'est quelque chose de tout à fait important. On va peut-être revenir dessus un peu plus tard. Alors, déclaration Schuman, est-ce que vous pouvez, quelques mots là pour l'instant, nous dire ce que c'est que cette déclaration? Alors, après, on rentrera peut-être dans le détail, mais déjà présenter ce texte que les gens ne connaissent pas forcément bien. Alors, c'est un texte, effectivement, que le grand public ne connaît pas forcément, pourtant il est assez facile de se le procurer. C'est un texte qui est très bref, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et pour présenter la déclaration Schuman, c'est toujours un exercice assez compliqué. Je dirais qu'il y a deux manières d'envisager le texte. On peut le voir, et c'est ce que l'on fait habituellement de manière un petit peu simple, alors je ne dirais pas simpliste, et qui consiste à rappeler que effectivement le ministre des Affaires étrangères Robert Schuman, le 9 mai 50, ministre de la 4e République, fait cette déclaration qui est en fait une conférence de presse dans le salon de l'horloge, au ministère des Affaires étrangères, et propose à l'Allemagne un projet de réconciliation franco-allemande articulé, on va y revenir, autour de la gestion commune du charbon et de l'acier. C'est donc une déclaration politique qui est faite le 9 mai 50 et qui va lancer d'ailleurs, on va y revenir aussi, tout le processus de construction communautaire, puisque la première réalisation qui va naître après cette déclaration du 9 mai 50, c'est la constitution du traité instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc c'est une déclaration politique qui lance la construction communautaire, et donc Schuman, de ce point de vue-là, peut à juste raison être considéré comme l'un des pères fondateurs de la construction européenne, founding father, c'est l'expression qu'on employait pour les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Et bien là, on reprend cette terminologie fédéraliste ou fédérale. Alors, mais il y a aussi, pardon, je termine juste, oui, une seconde approche, mais c'est surtout celle-là qu'on va privilégier, qui consiste aussi à resituer ou à situer la déclaration Schuman et le projet qui structure cette déclaration, ou que porte cette déclaration. Et là, pour le coup, on verra que c'est dans un contexte qui est extrêmement complexe et extrêmement embrouillé, politiquement, économiquement, juridiquement, diplomatiquement, qu'intervient cette déclaration. Voilà. Mais, si on veut résumer simplement, c'est une déclaration politique qui lance la construction communautaire, et c'est une impulsion française. C'est un point important sur lequel nous reviendrons. Oui, tout à fait. On va revenir dessus, mais parce qu'il faut quand même qu'on accorde un petit moment au personnage qui est Robert Schuman. Tout le monde parle de la déclaration Schuman, mais finalement, personne ne parle de Robert Schuman. C'est un personnage qui est assez étonnant, qui a un parcours qui est bien de son temps. Hein. C'est vraiment un homme de la fin du 19e et de la première moitié du 20e. C'est quelqu'un d'assez étonnant quand on regarde les différentes biographies qui sont publiées sur les sites, qu'ils soient européens ou français. On ne met pas tout à fait l'accent sur les mêmes choses. Donc, peut-être nous dire un petit peu qui est Robert Schuman. Alors, avant que vous me répondiez, je voudrais simplement rappeler, parce que j'ai oublié de le dire, que bien entendu, comme nous sommes en direct, vous pouvez très bien poser, et vous devez d'ailleurs nous poser des questions pour alimenter notre discussion. Donc, n'hésitez pas à le faire sur le chat qui s'affiche à côté de nos visages. Voilà, donc je reviens à Robert Schuman. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, finalement, qui il est, Robert Schuman? Alors, Robert Schuman avec un N, à ne pas confondre avec le compositeur allemand Robert Schumann avec deux N. Alors, je dis ça, s'il y a des étudiants qui m'écoutent, il risque d'y avoir une confusion. Donc, on parle bien du Robert Schuman, l'homme de la déclaration. Avec l'homme politique, oui. Voilà, l'homme politique. Bon. Vous l'avez dit, voilà, c'est un homme politique. Et je crois que vous avez bien présenté, mais vous êtes historienne, vous avez l'habitude de bien situer les personnages dans leur contexte. Et je crois même qu'on pourrait consacrer une émission entière à Robert Schuman, parce que ce que vous dites est juste. C'est un homme de son siècle, un homme de son époque. C'est un homme qui va traverser l'histoire européenne de la fin du 19e siècle jusqu'au tout début des années 60, et il va porter et incarner ce qu'est en réalité l'Europe pendant toute cette période. Ça,
c'est un point important, notamment d'un point de vue politique, je vais y revenir, puisqu'il sera l'homme de la Troisième République, il sera l'homme, alors pendant une parenthèse très brève, mais il faudra insister là-dessus, je vais y revenir, de Vichy, d'une certaine façon, puisqu'il fera partie du premier gouvernement Vichy, il aura voté les pleins pouvoirs, d'ailleurs, 10 juillet 40 au maréchal Pétain, il sera l'homme de la Quatrième République, il est surtout très connu pour son œuvre en tant que ministre des Affaires étrangères sous la Quatrième, la déclaration Schuman est l'illustration la plus exemplaire, mais il a fait autre chose, on le verra. Et il sera aussi, d'une certaine façon, l'homme de la Cinquième République. Je rappelle qu'il est né en 1886 et il décède en 1963, puisque, alors que la Cinquième République entre en vigueur en octobre 58, Robert Schuman va être le premier président de l'Assemblée parlementaire européenne, dans le cadre des traités de Rome, la Communauté économique européenne. Donc il a quand même un parcours politique tout à fait extraordinaire. Oui, il a un parcours politique extraordinaire. C'est vraiment un homme de son temps. C'est aussi un homme d'une géographie particulière. Parce qu'il n'est pas n'importe où. Il est né à la fin du 19e siècle, dans un moment très particulier, dans une région particulière. Alors, je vous laisse nous le présenter, nous la présenter. Bien sûr, quelques éléments. Et là, la géographie est importante et elle est indétachable de l'histoire. On le savait bien, et vous plus que l'autre sans doute. Robert Schuman, c'est en cela qu'il est l'homme de notre histoire européenne, parce qu'il est en réalité, je dirais d'abord, le produit, en quelque sorte, malheureux, de la guerre de 70. Bon, il naît allemand, son père est lorrain, mais parle luxembourgeois, sa mère est luxembourgeoise, et il est de ce point de vue-là l'homme des conséquences de la guerre de 1870. Son père d'ailleurs va quitter son village de naissance pour s'installer au Luxembourg pour éviter d'être sous l'emprise allemande. Donc il y a déjà cette première caractéristique qui est assez intéressante. D'ailleurs, il vit dans un village qui est frontalier entre l'Allemagne et le Luxembourg et la France. Et donc, la France et le Luxembourg, pardon, mais qui est allemande, et qui, pour certains biographes, explique que c'est toujours un homme du compromis, un homme de l'équilibre, un homme des bordures, ce qui sans doute doit être vrai de ce point de vue-là, sans faire d'analyse trop psychologisante. Mais souvent, les gens des frontières sont importants. Hein. Mais les frontières sont importantes, bien sûr. Et il est surtout quelqu'un qui, vis-à-vis de l'Allemagne, a une position très, très, très ambiguë. Parce que d'une certaine façon, il est allemand, il a été allemand pour des raisons historiques. Et puis, il va se rapprocher un peu plus tard de l'Allemagne, mais tout en étant dans un contexte familial qui n'est pas en faveur de l'Allemagne. Donc ça crée forcément des psychologies très complexes et propices sans doute aux stratégies ou à l'art diplomatique. Alors, politiquement, et on est toujours sous la Troisième République, ça devient intéressant parce que après avoir été, tout est fait au début de son existence, l'homme de la guerre de 70, il va devenir l'homme de l'après. Dans la mesure où son village natal, qui était allemand, l'Alsace et la Lorraine, va redevenir, après les accords le congrès de 1919, française, et il va de droit devenir français lui-même. Donc il quitte, en quelque sorte, il change de nationalité, et va être élu député de la Troisième République dès 1919, d'ailleurs jusqu'à 1940, député de la Moselle. Donc, voilà. Il est l'homme de la Troisième République, mais une Troisième République dans un contexte de fin de Première Guerre mondiale. Bien. Il est partisan des accords de Munich en 1938. Alors voilà, donc on retrouve aussi cette espèce d'ambiguïté, d'ailleurs qu'on lui reprochera, parce qu'il ne souhaitait pas un retour aux armes, mais comme beaucoup d'ailleurs d'acteurs politiques du moment, et il considère que finalement pactiser avec Hitler, c'est peut-être le moyen d'éviter la guerre. Bon, on sait ce qu'il en est advenu. Mais alors là où les choses vont se compliquer pour lui, ce qui d'ailleurs aurait pu définitivement, je dirais, enterrer sa carrière politique, c'est que il va se retrouver nommé comme sous-secrétaire d'État, je crois, pour les réfugiés dans le dernier gouvernement de la Troisième République, le gouvernement Reynaud, en mars 1940. Et Pétain accède au pouvoir, devient président du Conseil et confirme Robert Schuman à cette fonction, à ce poste de secrétaire d'État, mais cette fois-ci du gouvernement pétainiste et de ce qui va devenir le régime de Vichy.
à cette fonction de secrétaire d'État. Donc il a effectivement appartenu au premier gouvernement vichyste et un peu plus tard, alors je passe sur les détails, mais il a aussi voté le 10 juillet 40 les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Et ça c'est quelque chose de dramatique. C'est quelque chose de dramatique, puisqu'on sait que dans l'Assemblée nationale de la Troisième République, il n'y a que 80 personnes qui ont voté contre les pleins pouvoirs. Tous les autres députés, l'Assemblée nationale à l'époque devait être, la Chambre des députés plus précisément, il devait être 650, il y avait énormément de monde qui l'a composé, donc c'est quand même les 4/5 un peu plus qui ont voté pour les pleins pouvoirs à Pétain. Et ça, c'était disqualifiant au sortir de la guerre, puisque le fait d'avoir voté les pleins pouvoirs, et en plus avoir été le ministre de Vichy, vous disqualifiez politiquement, vous étiez frappé d'indignité nationale, et vous n'étiez plus éligible, et vous n'étiez plus en capacité d'exercer, évidemment, des fonctions politiques majeures. Alors qu'est-ce qui va le sauver? Alors, ce qu'il sauve, c'est à la fois les circonstances historiques et le général de Gaulle. Oui. Et puis les proches de Schuman, qui voient bien que c'est un homme politique sans doute extrêmement subtil, qui pourra sans doute être aussi l'homme de la situation. Qu'est-ce qu'il sauve? C'est en réalité un fait historique et puis une demande personnelle de Gaulle. Le fait historique, c'est que on s'est rendu compte a posteriori que sa présence dans le gouvernement du maréchal Pétain, sa présence vichiste, a été en réalité inexistante, puisque effectivement il est nommé. Je ne crois pas avoir lu qu'il ait siégé physiquement auprès du gouvernement. C'est peut-être un point à revérifier. Mais toujours est-il, c'est qu'il va être arrêté dès septembre par la Gestapo, fait prisonnier à Metz en particulier. Et à partir de 1942, va, par des filières, je dirais, d'exfiltration de la résistance, rejoindre la résistance en août 1942. Donc ça, c'est un fait historique. Il a été, en réalité, effectivement, Pétain, mais dans les faits, il n'a jamais participé à la politique du régime de Vichy. C'est un premier élément. Et il a été sauvé par le réseau monastique, qui a sauvé pas mal de monde, et dont Robert Schuman. Dont Robert Schuman, effectivement, la filière d'exfiltration, et d'ailleurs, un des éléments importants de la reconstitution de l'Europe, et on l'oublie un peu souvent, trop souvent, je dirais, vous dites la filière monastique, c'est effectivement la dimension chrétienne, et tous les réseaux chrétiens qui ont tenu le coup et qui ont permis juste de sauver certains hommes et de réactiver la construction européenne. On pourra peut-être effectivement en rediscuter. Et en 1945 se pose évidemment une difficulté 45-46, c'est que le général de Gaulle devient chef du gouvernement provisoire. Schuman a une envie forte de rejoindre la vie politique, mais en raison du fait qu'il est frappé a priori d'indignité nationale, il ne peut pas le faire, et il se résout à écrire au général de Gaulle en lui demandant personnellement à ce que sa situation, son cas, soit étudié notamment par la Haute Cour, il y a une cour qui avait été instituée, et par une des commissions de la Haute Cour qui était chargée de vérifier qui était digne ou indigne de faire carrière sous la 4e République. Et finalement, cette commission, je dirais, va totalement le dédouaner, et le statut d'indignité ne va pas lui être appliqué, et il va, ce faisant, pouvoir réintégrer la vie politique à partir de 1940 en tant qu'élu de la Moselle. D'ailleurs, il sera élu de la Moselle de 46 à 62. Et puis, très rapidement, il va devenir, sous la 4e République, en fin 47, je rappelle que la constitution de la 4e République va entrer en application fin 46, et donc en 47, il va se retrouver président du Conseil, ministre des Affaires étrangères. C'est d'ailleurs à cette occasion-là qu'on pourra parler de lui, d'ailleurs de 48 à 53, et il sera même ministre de la Justice en 1955. Donc voilà, un parcours extrêmement étonnant qui aujourd'hui fait l'objet, ce parcours, d'une attaque. Alors là, c'est ce que vous disiez d'ailleurs en commençant la présentation de la vie de Robert Schuman, et dans les biographies que l'on peut lire, d'appréciations diverses. Qu'est-ce que l'on doit mettre en avant dans le parcours politique de cet homme? Est-ce qu'on doit mettre en avant les circonstances historiques extrêmement complexes et où on a eu des hommes politiques qui ont servi à peu près tous les régimes? Et est-ce qu'on doit surfocaliser sur la période de Vichy ou pas?
à un moment donné, vous êtes historienne, et ça, le travail de l'historien, c'est de déterminer les faits historiques. Or, il y a aujourd'hui une petite musique qui nous laisse entendre que la construction serait beaucoup liée à des acteurs qui ont servi le régime de Vichy, du côté allemand à des acteurs politiques qui ont servi le régime hitlérien, et que, au fond, le vice fondamental ou l'ADN vicié de l'Union européenne serait à la fois, je dirais, cette espèce de continuité historique avec les personnages les plus inquiétants et les plus sulfureux du régime de Vichy, du régime nazi, donc il y a une sorte d'ADN nazi dans la construction européenne, et on y ajoute par ailleurs le travail de Jean Monnet, dont on explique, ce qui est d'ailleurs vrai, qui a été très proche des États-Unis, et que la construction communautaire serait aussi un projet qui aurait été téléguidé par la CIA, par les services secrets américains, et dont Jean Monnet aurait été le principal artisan. Alors, ces éléments qui reviennent régulièrement nécessitent, à mon avis, une replongée dans l'histoire, une bonne analyse des faits, et concernant l'opprobre qui a pu frapper un temps Robert Schuman, eh bien, on s'aperçoit que le procès vichiste qui lui est fait, à mon avis, doit être relativisé. Mais je crois que derrière cela, on voit à peu près quels ont été les contextes et surtout quelle était la situation personnelle tout à fait extraordinaire de Robert Schuman dans ce contexte troublé de pleine Seconde Guerre mondiale et de période post-1945. Je pense que c'est sans doute aussi un homme qui, par son expérience personnelle, était sans doute à même de comprendre les enjeux d'une réconciliation, ce qui n'allait pas de soi en 1945, 47, 49, parce que le climat général, il est quand même très lourd dans les années 49-50. Cette déclaration Schuman, elle n'arrive pas dans un monde où tout roule bien, où tout va bien en Europe, loin de là. On pourrait presque, on est à l'aube de ce qu'on risque une troisième guerre mondiale. L'ambiance, elle est très lourde. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques éléments de ce tableau dans lequel s'inscrit cette déclaration? Parce que pour la comprendre, il faut quand même avoir ce contexte historique. Ça me semble extrêmement important. Donc, on a la temporalité, on est sorti de la Seconde Guerre mondiale, nous allons tranquillement arriver vers les années 1949-1950. Nous avons les acteurs, alors en particulier Robert Schuman, mais il n'y a pas que lui. Hein. Je parlais de Jean Monnet tout à l'heure, on pourra en dire quelques mots aussi. Oui, et puis, il y a tous les autres acteurs politiques de la 4e République, bien entendu, Georges Bidault qui était président du Conseil, Vincent Auriol qui était le chef de l'État, un De Gaulle qui se retrouve de fait exilé de son propre pays, et qui va traverser une période de silence jusqu'en 1958. Et tout ça dans un contexte extrêmement troublé sur le plan international et sur lequel je vais revenir. Donc, la déclaration Schuman, et c'est ce qu'on disait en commençant, soit on l'aborde, je dirais, de manière très abrupte, on lit le texte et on voit les très belles formules et on devine ce qui se trame, soit au contraire, on essaie de plonger un petit peu dans le contexte historique et on s'aperçoit que effectivement cette déclaration Schuman, qui est donc une proposition française, est extrêmement courageuse, je dirais même qu'elle est étonnante, j'essaierai de revenir là-dessus dans un instant, mais surtout s'inscrit dans un contexte institutionnel, historique, politique, européen et international, terriblement compliqué. Et donc ce contexte historique, il faut quand même essayer d'en faire ressortir quelques éléments. Alors, on peut identifier les points suivants. Tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la déclaration Schuman, donc du 9 mai 50, au fond, je dirais, arrive assez tardivement sur un plan politique et sur un plan technique. Oui, ou disons, c'est la question que j'allais vous poser. Voilà, elle arrive un petit peu tardivement parce qu'au fond, les Français sont assez silencieux, alors que nous le redirons, en 1946, Churchill fait un discours très important à Zurich où il demande la création du Conseil de l'Europe. Konrad Adenauer, d'ailleurs, toujours en 1946, va faire un magnifique discours en mars où, au fond, il demande aux Européens et au monde à ce que l'Allemagne se rachète et il sera, Konrad Adenauer, je crois, l'homme de la rédemption et du rachat, bien sûr, après les horreurs que l'on a connues et que l'Allemagne a commises pendant cette période. Et il faut aussi rappeler que à partir de 1946, vont se constituer ou se reconstituer les grands réseaux européens, fédéralistes, communistes, chrétiens, donc toute la dynamique des mouvements européens s'enclenche.
En 1948, nous allons avoir le congrès de La Haye, qui est un congrès fondateur pour justement mettre en place tout simplement là, et organiser le continent entre les États et mettre en place de la coopération entre les États. Nous sommes dans le contexte de la guerre froide, qui commence à partir de 1947, et nous sommes également, ne l'oublions pas, j'y reviendrai, dans le contexte de la reconstruction du plan Marshall, qui va avoir des incidences et des conséquences très importantes pour la France et pour l'Europe. Donc, on voit bien que la reconstruction ou la construction même de l'Europe sur les 3-4 ans qui précèdent la déclaration Schuman est intense, et ce qui se joue dans un temps relativement bref va être absolument décisif pour l'histoire de la construction européenne et même pour l'histoire du monde à partir justement de cette période. Donc il y a ce contexte-là. Parce qu'on sort de la crise de Berlin, de la grande crise de Berlin, internationalement, il y a quand même la prise de pouvoir de Mao qui rebat aussi les cartes. La guerre de Corée qui se profile, elle va éclater 2 mois après. Donc, on sent que l'ambiance est lourde. L'ambiance est très lourde. Et alors, surtout, ce que redoutent les Français, et d'ailleurs, la déclaration Schuman, il faut aussi l'intégrer dans cette perspective, c'est que la pression soviétique et la séparation de l'Allemagne, justement, entre la RDA et la RFA, va poser des difficultés. Et les Européens prennent conscience qu'ils ne sont peut-être pas suffisamment armés pour pouvoir, le cas échéant, s'opposer à l'Union soviétique et à Staline. Et donc, on se demande s'il ne faut pas commencer à réenvisager la question du réarmement de l'Allemagne à partir de 1948-49. Réarmement de l'Allemagne, d'ailleurs, qui est plutôt soutenu par les Britanniques et les États-Unis. Alors évidemment, ça fait frémir la France. Ça fait hurler la France. Plus que frémir, qui fait hurler la France. Bon. Alors, à ces éléments d'ordre diplomatique, stratégique, très chaotique, il faut bien voir que sur le plan strictement européen, la déclaration Schuman intervient, je dirais, dans une sorte de télescopage des institutions que l'on met en place dans l'Union européenne. Simplement pour rappeler quelques points, après le congrès, avant le congrès de La Haye, je dis une bêtise, a été créé l'OECE, qui est l'ancêtre de l'OCDE, qui est l'Organisation européenne de coopération économique, en avril 1948, et qui est une structure, une organisation dans laquelle les États-Unis font partie, mais surtout qui concerne les Européens, qui va être chargée de dispenser le plan économique Marshall, qui a été voté quelques temps plus tard, en septembre 1947. Bon, donc, on crée déjà cette première organisation européenne à vocation économique. On va créer en mars 1948 le traité de Washington, le traité du 4 avril 1949, pardon, le traité de Washington qui crée l'organisation du traité Atlantique Nord, l'OTAN, sachant qu'un an plus tôt, les Européens avaient aussi créé leur petite alliance militaire qu'on appelle l'Union occidentale. Et puis toujours en 1949, on va au traité de Londres, le 5 mai 1949, qui institue le Conseil de l'Europe. Donc il y a un contexte économique international qu'on a évoqué qui est très troublé, complexe, et nous avons pas une prolifération, rien, mais je dirais une sorte d'accélération de l'histoire institutionnelle du continent européen avec la création de ces organisations intergouvernementales. Bon. Et surtout, et alors ça c'est tout à fait étonnant parce que j'ai lu un petit peu ce que l'on racontait là, ces derniers moments sur la déclaration Schuman, je crois qu'on a oublié un épisode qui est fameux, mais qui est sorti un petit peu de la mémoire collective, qui est la création en avril 1949 de l'autorité internationale de la roue. Le 28 avril 1949, en effet, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et les 3 pays du Benelux signent un accord, alors qui s'inscrit dans un climat très compliqué depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, où l'Allemagne est occupée, on le sait, et en particulier la Ruhr, qui est le secteur où la production du charbon et de l'acier est absolument considérable. Et l'objectif de cet accord, au fond, c'est de placer toute la production du charbon et de l'acier de la Ruhr, donc de l'Allemagne, sous une surveillance internationale.
Il s'agit de vérifier la production, il s'agit d'assurer les ventes entre la consommation allemande et les exportations européennes, et le tout orchestré dans le cadre du plan Marshall, dans le cadre de l'Organisation européenne de coopération économique. Alors, excusez-moi, c'est dans ce contexte-là que on va enfin, peut-être quand même, il va falloir qu'on parle de cette déclaration, et voilà. Schuman va prendre une initiative assez surprenante. Alors, on s'était posé la question, est-ce que quelqu'un était au courant de cette initiative? Alors, on a tous un peu cherché, bien entendu, et j'ai posé la question à Jean-Dominique Giuliani, qui va venir ce soir, et il m'a dit non, personne n'était au courant, et surtout pas, d'ailleurs j'ai trouvé ça très drôle, surtout pas le ministère des Affaires étrangères. Il y avait son petit cabinet qui était au courant, mais alors surtout pas le reste. Ça a été un scoop pour tout le monde aux Affaires étrangères, avant même les Allemands. Avant même les Allemands. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette... Oui, tout à fait. Il a tout à fait raison. Quand on relit effectivement notamment la biographie de Schuman et aussi la biographie de Jean Monnet et les travaux et les documents d'ailleurs que l'on a pu récupérer. Et ce qui est frappant, c'est que la déclaration Schuman, c'est une proposition que va faire Schuman à Konrad Adenauer en début l'année 1950. Je rappelle que Konrad Adenauer a été élu chancelier en septembre 1949, et Adenauer fait part à Robert Schuman, au fond, de son inquiétude avec cette autorité internationale de la Ruhr, de son sentiment d'humiliation, et Konrad Adenauer estime qu'il faudrait peut-être envisager la question des ressources charbonnières et sidérurgiques allemandes dans un contexte qui serait beaucoup plus européen et qui s'inscrirait dans une logique fédérale. Et ce qui est frappant, c'est que précisément Schuman va profiter de cette remarque de Konrad Adenauer pour lui promettre que l'autorité internationale de la Ruhr ne survivrait pas, et pour lui promettre qu'il y aurait une initiative française dans un dimensionnement européen. Et c'est à ce moment-là, justement, que Schuman va, à partir du tout début des années 50, préparer sa déclaration Schuman. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Konrad Adenauer, fin 49, début 50, est informé qu'un projet politique français ambitieux va être mis en place, mais il n'est pas du tout, en revanche, informé du contenu de son projet. Premier élément. Donc il y a un élément très secret, et on met à l'écart les Allemands de ce projet. Mais surtout, ce qui est fascinant, c'est que quand on regarde qui a participé à la rédaction de la déclaration Schuman, on va y revenir, il y a 9 personnes, très précisément, qui vont entourer Schuman. Les milieux d'affaires, les milieux économiques, le secteur industriel du charbon et de l'acier vont être volontairement écartés du projet. Silence absolu, premièrement. Alors qu'ils sont les premiers concernés. Deuxième élément, les parlementaires français sont tous dans l'ignorance. Alors peut-être qu'il y a eu quelques exceptions, ça on ne le sait pas, mais bon, le silence a été bien gardé. Alors, je vous arrête une seconde parce qu'il y a une question qu'on vous pose sur Facebook, justement, savoir, à part Jean Monnet et Adenauer, est-ce que Schuman avait des alliés, justement, ça renvoie directement à ce que vous êtes en train de dire, avec qui il a travaillé. Donc, pour l'instant, on est en train de voir surtout avec qui il n'a pas travaillé. C'est un projet franco-français. Il va simplement informer extrêmement tardivement, quasiment le 5 ou 6 mai 1950. La veille au soir, carrément. La veille au soir, à la fois les partenaires britanniques et les partenaires américains, ainsi que le Benelux et l'Italie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'est réalisé dans le plus grand secret. Très peu sont dans la confidence. Alors, peut-être le secrétaire d'État américain qui va être mis personnellement au courant du projet, mais de l'idée, mais pas du détail. Et en fait, c'est le 8 mai que, donc la veille, que Robert Schuman présente son plan au ministre des Affaires étrangères et des Affaires économiques, plus précisément, du Royaume-Uni, des 3 pays du Benelux et de l'Italie. Il n'informe même
pas encore ses propres services du ministère des Affaires étrangères, et il demande et il obtient un peu miraculeusement qu'il y ait une réunion du Conseil des ministres le 9 mai, donc le lendemain, pour entériner quoi? Eh bien, le principe qu'il prononcera un discours qui va devenir la fameuse déclaration Schuman. Et dans le même moment, entre le 8 et le 9 mai, Konrad Adenauer va recevoir un courrier qui va lui être remis en main propre par un des émissaires très proches de Robert Schuman, Robert Mislich, et qui va l'informer, donc Konrad Adenauer, de ce qui sera dit le lendemain, le 9 mai, et du contenu de la déclaration Schuman. Et le 8 mai au soir, Robert Schuman écrit un courrier, informe le 9 mai au matin Robert Schuman de son accord, réunion du Conseil des ministres le matin, et conférence de presse le soir à 18h, pendant à peine 2 minutes, de Robert Schuman au Salon de l'Horloge, où il va faire lecture de cette fameuse déclaration. Donc c'est le silence absolu. Et d'ailleurs, c'est tellement incongru à la limite, c'est tellement peu attendu qu'il n'y aura aucun photographe. On a une photographie qui est généralement présentée comme la photographie de la lecture de la déclaration Schuman, mais qui en fait est une photographie qui date du mois de juin 1950, parce qu'il n'y a personne, parce qu'on n'imagine pas que Robert Schuman va présenter un plan révolutionnaire qui va faire date, puisque aujourd'hui encore, 70 ans après, on le fête. Donc c'est tout à fait étonnant de voir ça, de voir à quel point c'est arrivé. Et d'ailleurs, ça serait bien si on pouvait remettre la photo du Salon de l'Horloge, donc cette photo qui a été prise donc au mois de juin. Alors, parmi les gens, Robert Schuman n'est pas tout seul quand même quand il la rédige. Il y a peut-être quelques personnes de son cabinet. Quels sont les gens qui ont été vraiment influents, qui l'ont aidé à formaliser ce texte? Ouais. Alors ça, c'est important aussi. Robert, alors juste pour poursuivre, mais une seconde sur la remarque que vous venez de faire concernant la culture du secret, ou le secret tout court, au moment de la rédaction et de la présentation de ce plan Schuman. Je crois qu'il y a une raison principale, c'est que en réalité la déclaration Schuman vient d'un seul coup d'un seul, à la fois procéder à l'éviction des États-Unis dans la question de la reconstruction de l'Europe, alors que les États-Unis sont très présents avec le plan Schuman, et très présents d'ailleurs en Allemagne. Donc c'est une volonté de la France de s'affirmer et peut-être de mettre à l'écart les Américains, premièrement. Et deuxièmement, ça constitue un changement de pied, si vous voulez, un changement de position radical de la part de la France, puisque, grosso modo, de 1945 à 1950, jusqu'au moment de la déclaration, les Français n'étaient pas très tendres avec les Allemands. L'occupation de la Ruhr, bien entendu, interdiction de reconstituer les réseaux sidérurgiques, gestion externe de l'exploitation charbonnière, interdiction pour les Allemands de reconstituer, évidemment, leur armée, et on sentait bien que, de nouveau, le sentiment de punition et d'humiliation en Allemagne redémarrait de plus belle. Et Schuman prend conscience, d'ailleurs avec Jean Monnet, qu'il ne faut pas reconstituer, redémarrer sur ce qui a... Refaire les erreurs de 1919. De la Première Guerre mondiale. Donc c'est ça qui est quand même extrêmement intéressant et visionnaire de la part de Schuman. Alors, s'agissant des rédacteurs, là ils sont très peu nombreux, hein, ils sont 9 au total, et parmi les 9, je vais en citer quelques-uns, il y en a 3 qui vont jouer un rôle, enfin même 4 d'ailleurs, qui vont jouer un rôle important. Alors on a Jean Monnet, on a Robert Schuman. Alors Jean Monnet qui est un homme très influent, qui, contrairement à ce que l'on dit, n'a jamais été proche du général de Gaulle. D'ailleurs, il a même été anti-gaulliste, carabiné, et à tel point, c'est que d'ailleurs, le général de Gaulle ne voulait absolument pas de lui au moment de la rédaction et de la reconstruction, européenne. J'aurai l'occasion peut-être d'y revenir, ou peut-être que nous pourrions consacrer aussi toute une émission sur Jean Monnet. Nous avons Bernard Clapier, alors ça ne dit pas grand-chose, c'est un résistant qui a été surtout président de la Banque de France, donc les milieux financiers étaient, je dirais, représentés par ce personnage. René Pleven, homme politique,
qui va jouer un rôle important. Il était président du Conseil sous la 4e République et surtout a été l'un des artisans du projet de création d'une communauté européenne de défense. Nous avons un Étienne Hirsch, qui est un grand ingénieur et un homme politique important également sous la 4e, un Robert Marjolin, qui est haut fonctionnaire, qui sera d'ailleurs plus tard vice-président de la Commission européenne. Et puis nous avons Paul Reuter, qui est un juriste, un jeune juriste, professeur de droit, qui d'ailleurs va participer avec Jean Monnet à l'écriture, à la rédaction de la déclaration Schuman. Et Paul Reuter sera également, en tant que professeur de droit, le rédacteur du traité CK. Voilà, il est professeur de droit international, mais là aussi, personnage ambigu, puisque quand on lit attentivement sa biographie, il va faire partie très jeune des formateurs de l'école des cadres du Riage. Le Riage, c'est en Isère, c'est l'école de formation des cadres du régime de Vichy. Donc, personnage là aussi, brillant intellectuellement, d'ailleurs c'est un des premiers auteurs des premiers ouvrages de droit des communautés européennes, ou d'institutions communautaires comme on disait à l'époque, un juriste excellent qui traverse aussi les périodes, mais comme la France pendant cette période. Peut-être un tout petit mot sur l'école du Riage, pour pas que tout le monde s'imagine que cette école a fonctionné pendant toute la guerre. L'école a été très vite fermée en 42, en 43, j'ai un doute. 43, elle a été fermée parce qu'une grande partie des gens qui étaient là sont partis dans la résistance, sont partis combattre. Donc c'est une école qui effectivement a un patronage un peu ambigu, un peu gênant, mais qui a aussi fourni des gens qui ont assez vite changé de camp et qui ont été des hommes tout à fait importants et intéressants. Donc je pense que l'école du Riage, il faut simplement, parce qu'elle n'est pas toujours très connue, peut-être, je voulais juste rappeler ça. Alors, je vois le tourne, on a une question, mais on y reviendra, je vous la donne simplement, c'est sur la manière dont la presse et le public va accueillir cette déclaration. Alors, avant de venir à cette réception de la déclaration, on va peut-être regarder aussi concrètement la manière dont elle est rédigée, parce que on a l'impression qu'on a un texte comme ça, mais c'est un texte raturé, refait, il y a plusieurs versions. Et alors, justement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de ces différentes versions du texte ? Oui, c'est très intéressant. Il y a eu 9 versions de la déclaration Schuman, et on a retrouvé toutes les archives que l'on trouve d'ailleurs assez facilement sur Internet. Et dans ses mémoires, d'ailleurs, Jean Monnet consacre des développements assez longs, d'ailleurs, sur chacune des versions, et c'est tout à fait fascinant. D'abord, au départ, c'est vraiment un texte qui est très très bref. L'ambition est assez mesurée, on ne parle pas encore de haute autorité, on ne parle pas de communauté, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment employé, on parle de la création d'une autorité internationale qui interviendrait pour assurer la gestion du charbon et de l'acier entre la France et l'Allemagne, c'est tout. Et puis à partir de la deuxième version, on parle de haute autorité commune. Et puis à partir de la 4e, 5e, 6e version, là on commence à avoir les grands éléments qui constituent la déclaration, c'est-à-dire, je dirais, d'ordre historique, c'est un constat. On n'a pas eu l'Europe, on a eu la guerre. Bon, c'est une formule qui est assez connue. Les éléments... C'est une belle formule. C'est une très belle formule qui correspond à la réalité, et vous le savez fort bien. Nous avons les éléments institutionnels, où on parle d'une haute autorité qui est, au fond, je dirais, l'antichambre de l'actuelle Commission européenne, mais dont les fonctions étaient bien plus importantes, qui est donc cette haute autorité qui va s'assurer d'assurer la gestion du charbon et de l'acier pour éviter de laisser ça, encore une fois, aux mains d'États souverains qui pourraient en faire un mauvais usage. Et tout le cœur, d'ailleurs, du projet politique est ici. Et puis, nous avons une troisième série d'éléments que l'on retrouve et qui se mettent en place à partir de la 5e, 6e version. Ça sert à quoi, cette Europe, cette haute autorité? Eh bien, ça sert à la fois à procéder à la réconciliation franco-allemande, ce qui est évidemment un point très important. C'est un projet qui est ouvert à d'autres États européens, et c'est ce que feront très rapidement l'Italie et le Benelux dès le mois de juin 50. Et surtout, en germe, mais on pourra y revenir, se pose la question d'une fédération européenne. Donc effectivement, avant d'arriver à un texte complet, Monnet, Schuman, Paul Reuter et surtout Jean Monnet vont donner cette fibre, on va dire, supranationale, fédéraliste,
qu'en réalité, Robert Schuman avait beaucoup de mal à formuler. Il était sans doute davantage dans une sorte d'intuition, et c'est la formalisation de cette dimension fédérale, commune, communautaire, que va vraiment insuffler sur le plan des idées Jean Monnet, et que va réussir à rédiger Paul Reuter. Donc ce sont ces trois-là qui vont rédiger cette fameuse déclaration. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a le lancement de la communauté européenne du charbon et de l'acier, parce qu'évidemment celui qui tient le charbon et l'acier peut reprendre le pouvoir, donc c'était une manière de limiter les risques, bien sûr, mais quand même on voit dès le premier de cette déclaration le mot de fédéralisme, de fédération qui est là, qui aujourd'hui est encore toujours très mal perçu, enfin, par un certain nombre de gens, et qui pourtant est à la base du projet européen. Quand on nous dit c'était les États, l'Europe des nations, c'est pas tout à fait ce qu'on lit dans la déclaration Schuman, non? Pas tout à fait ce qu'on lit dans la déclaration Schuman, et là il faut bien le noter, il y a sans doute des divergences de points de vue, alors sans doute chez les théoriciens du fédéralisme, chez les juristes, mais que l'on peut essayer de présenter de manière assez simple. D'abord, première remarque, le terme fédération européenne, est utilisé à deux reprises dans la déclaration Schuman, puisque, grosso modo, la mise en commun du charbon et de l'acier, c'est la première étape de la mise en place de la fédération européenne. Bon, donc le terme fédération européenne est clairement employé. Et un peu plus loin, dans le dernier tiers de la déclaration, on précise bien que la haute autorité, qui est donc une institution supranationale, très clairement. D'ailleurs, on a parlé de la gestion du charbon et de l'acier et du traité CECA comme mettant en place ce qu'on appelle un fédéralisme sectoriel. Les États ne décident pas, c'est la haute autorité qui statue, pour le dire très rapidement. Eh bien, cette haute autorité va permettre, par ses propositions, de réaliser les premières assises, les premiers fondements concrets d'une fédération européenne indispensable à la préservation de la paix. Bon. Alors, cette référence au fédéralisme n'est pas tellement étonnante, je crois, pour peut-être trois raisons majeures. La première, d'abord, nous connaissons les États-Unis d'Amérique, et il y avait sans doute cette volonté de créer en Europe les États-Unis d'Europe. Les États-Unis d'Europe, oui. Très clairement. Donc le projet est ancien, il y a le grand modèle américain, et sans doute qu'il y avait cette vue un peu fantasmagorique d'une fédération européenne, sans doute. Deuxième élément, j'aurais peut-être dû d'ailleurs commencer par cela, cette idée de fédéralisme, de fédération, ne doit pas forcément être entendue comme la création d'un État fédéral à proprement parler, mais doit être davantage entendue comme un principe de coopération intergouvernementale, un principe d'organisation au sein des États européens. Et parmi les textes qu'on a un petit peu oubliés, qui d'ailleurs a été écrit par Alexis Léger, qu'on connaît sous le nom de Saint John Perse, qui était prix Nobel de littérature dans les années 60, en 1960, Alexis Léger, qui est un ambassadeur, qui est un diplomate, va rédiger un texte extrêmement important, d'ailleurs sur lequel les juristes devraient de nouveau se pencher, qui est un mémorandum pour la création d'une fédération européenne, ce qu'on a appelé le projet d'Aristide Briand dans le cadre de la SDN en 1929, mais le rédacteur, il se trouve que c'est un écrivain, c'est Saint John Perse qui l'écrit. Et dans ce mémorandum de 1929, on parle de Parlement européen, on parle de Conseil européen, on parle de marché commun, on est dans une espèce de logique fédérale, puisqu'on voit la fédération comme étant le creuset d'une coopération pacifique et économique entre les États. La fédération comme outil de préservation et d'installation de la paix durable en Europe. Eh bien, et dernière remarque, quelqu'un comme Jean Monnet, quelqu'un comme Robert Schuman, qui ont vu ce qu'étaient les États entendus comme des États souverains, des États nationalistes, des États nazis, des États fascistes. On a vu l'échec qu'ont pu constituer ou que constitue la forme souverainiste ultra de ces montages étatiques, de cette passion souverainiste que l'Europe a connue, qui a conduit à la dévastation et à la guerre. Eh bien, ces hommes-là sont très influencés par les idées fédérales comme moyen d'assurer la paix et comme moyen d'assurer un nouveau mode de coopération entre les États. C'est ça qui est absolument révolutionnaire dans la déclaration Schuman. C'est ce que l'on
pourrait appeler aujourd'hui, avec des termes un peu savants, qu'on appelle un changement de paradigme, qui est un changement en réalité de vision de ce que doit être l'Europe des États. Est-ce que c'est l'Europe des États souverains et des nationalismes, ou est-ce que c'est l'Europe de la coopération, qu'on appelle la fédération, comme procédé technique, politique, économique et juridique au service d'une paix absolument nécessaire, surtout dans les années 50, puisqu'on vient tout juste quand même, en 30 ans, 40 ans, connaître à peine 30 ans, deux guerres mondiales dont on connaît les dégâts et qui ont été dévastatrices pour l'Europe et le reste du monde. Donc le projet, l'ambiance fédérale... Un beau plaidoyer pour la déclaration Schuman. Et oui. Vous avez répondu déjà en partie aux deux questions qui sont posées et qui nous sont posées. Sur la réception, des textes, la réception de cette déclaration, et finalement comment la presse, parce que 70 ans après, elle est toujours fondamentale, cette déclaration, parce qu'elle nous renvoie à l'origine même de l'histoire de l'Europe, de l'histoire de l'Union européenne. Et comment la presse, par exemple, française, dans les jours qui ont suivi, est-ce qu'elle l'a évoquée, est-ce qu'on en a parlé, ou est-ce qu'elle est passée sous silence ou un peu inaperçue? Eh bien, je crois, pour avoir un petit peu regardé les médias de l'époque, et d'ailleurs la photo que vous évoquez de la déclaration Schuman, qui doit être du 20 juin 1950, oui, c'est une propriété d'RTL, donc c'est participer à cette, cette seconde présentation de la déclaration, où Schuman est assis, alors que le 9 mai 50, il est debout, et puis sur un ton très posé, mais comme on a reconstitué d'ailleurs la déclaration du général de Gaulle, elle n'a pas été en direct, donc il y a une reconstitution. Alors évidemment, la presse fait état de cette déclaration Schuman, fait état de ce qu'elle est, c'est-à-dire un projet de réconciliation franco-allemande. Donc c'est évoqué dans les principaux journaux, mais je dirais qu'une forme d'incrédulité. C'est-à-dire que la presse voit cette déclaration comme un énième élément dans le vaste processus de reconstruction du continent européen. Il n'y a pas un enthousiasme particulier, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Schuman avait voulu rester très distant, parce qu'en réalité, de quoi il parle, Schuman, ici? Eh bien, il parle d'un pacte de paix avec un ennemi séculaire, même si ce n'est pas forcément l'Allemagne, on a déjà discuté, qui est notre ennemi séculaire à nous, Français, mais sans doute bien davantage le Royaume-Uni et les Anglais, voilà. Bon, mais ça c'est un autre débat, quoique. Mais il demande quoi, Schuman? Il demande à travailler, à coopérer avec l'Allemagne, alors que l'Allemagne, en 1870, en 1914 et en 1939-40, et je ne parle pas des guerres précédentes, a été notre pire ennemi. Et que l'identité nationale française, à partir de la fin du 19e et tout au long du début du 20e, notre nationalisme français, notre patriotisme français a été tourné de manière obsessionnelle contre un peuple et un pays, eh bien, qui est précisément l'Allemagne. À peine sortons des décombres de la Seconde Guerre mondiale qu'il faut envisager un plan de reconstruction franco-allemand et un plan de reconstruction plus général européen avec notre pire ennemi. Alors comment pouvait-on amorcer et aborder ce débat dans l'année 50? Certainement pas de manière sereine. Une grande partie des députés étaient contre, une grande partie des résistants, n'oublions pas, sont communistes, 20-25%, donc il y a aussi cette espèce d'idéal soviétique qui est là, l'opinion publique est divisée, mais ce qui est frappant, c'est qu'au fond, le projet européen, le projet communautaire, c'est un projet très clairement français, mais nul n'est prophète dans son pays, dont la France n'aura pas été le meilleur porteur. Lorsqu'on crée la CECA, on parle déjà de remise en cause de la souveraineté, le projet ne fait pas l'objet, au fond, d'un enthousiasme fracassant, et quand en 1952, on va lancer le projet d'une communauté européenne de défense, bon, et bien là, c'est la fin de l'aventure communautaire et européenne en France. Moi, j'en suis persuadé. 1954, c'est la fin de l'aventure communautaire en France. On s'est recroquevillé sur notre travers
national, pas nationaliste, identitaire, et on a raté, je crois, depuis ces années-là, toute l'aventure communautaire, me semble-t-il. Bon, alors aujourd'hui, les choses sont c'est peut-être un petit peu dur de le dire comme ça, mais alors il y a une question importante, c'est comment les États-Unis ont-ils réagi à ce texte, à cette déclaration? La réaction américaine, elle est ambiguë. Les Américains, eux, au fond, là aussi, il y a une forme d'incrédulité. Ils ne donnent pas très cher, au fond, de la réconciliation franco-allemande. Et puis, au fond, ça les intéresse un peu, parce qu'on est en plein plan Marshall. Voilà. Et idéologiquement, le fait qu'il y ait la paix entre la France et l'Allemagne, c'est un gage donc de tranquillité, de sécurité, de stabilité. Et au fond, si ces deux grands pays peuvent s'entendre pour assurer la gestion du charbon et de l'acier et assurer la reconstruction de l'Europe, et afin alors, ça a été analysé comme ça, de permettre à l'Europe d'avoir une sorte de marché économique, de permettre aux États-Unis, pardon, d'avoir, grâce à l'Europe, une sorte de marché économique secondaire, c'est plutôt favorable. C'est plutôt favorable. Oui. Bien. Ils ont besoin d'une Europe forte, quand même. Ils ont besoin d'une Europe qui va être là pour acheter, en réalité, pour ce consommer, qui va être produit, oui, pour consommer, tout simplement, ce qui va être produit. Parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. En 1950, l'Europe entière, elle est encore en ruine. Oui, elle est en train de se reconstruire, mais enfin, il n'y a plus une grande ville ou pratiquement en Europe qui ne soit pas détruite ou dans un piteux état. Donc tout est à reconstruire. Donc cette atmosphère-là, pour les États-Unis, c'est quand même gênant. Ils ont besoin de consommateurs, de gens qui peuvent acheter. Et si on n'a que des gens qui reconstruisent, alors on est loin de l'Allemagne Péra de 1919, de 1930, mais c'est une révolution mentale fantastique, cette déclaration, finalement. Bien entendu. Mais très rapidement, mais alors ça sera un petit peu plus tard, c'était qu'au milieu des années 50, les Américains vont comprendre ce qui se joue. Et ce qui se joue, c'est une reconstruction de l'Europe sans les États-Unis. Mais au moment de la déclaration Schuman, on n'est pas encore dans ce type d'investigation. Et j'ajouterais également un point important, c'est que lorsque Schuman, précisément, envisage, je dirais dans la continuité de l'autorité internationale de la Ruhr, de mettre en place un projet purement européen, les États-Unis le soutiennent. Parce que les États-Unis, ce sont des libéraux, les Américains, ce sont des libéraux, et ils veulent que l'Allemagne retrouve une capacité de production, retrouve une autonomie de production, que le réseau industriel se remette en place. Donc ils sont très pragmatiques de ce point de vue-là. Et je crois que dans les tout débuts, enfin, dans la suite immédiate de la déclaration Schuman, les Américains n'ont pas une approche, il faudrait peut-être être un peu plus précis sur les réactions américaines à la lecture des différentes réactions dans les journaux de l'époque, mais ils ne sont pas complètement hostiles à cette idée. Je pense qu'ils ne voient pas ce qui se joue à proprement parler. Et puis ils ont besoin quand même que l'Allemagne soit forte parce que les Russes sont à Berlin, et c'est-à-dire ils sont pas bien loin, donc il faut qu'il y ait une protection, une Allemagne qui est forte. Et qui se réarme, précisément. Les Américains étaient tout à fait favorables à la question du réarmement de l'Allemagne. Et puis, n'oublions pas aussi que les Américains sont présents en Allemagne. C'est eux qui vont imposer le fédéralisme en Allemagne, parce que ce n'était pas du tout évident qu'après le Troisième Reich, l'Allemagne se reconfigure dans une logique fédérale. En réalité, les Américains vont tenir le porte-plume quand même pour la rédaction de la Constitution allemande, comme ils le font d'ailleurs au Japon simultanément. Et la présence américaine en Allemagne, la présence physique véritablement, et va être déterminante, va être décisive. Donc les Américains sont plutôt pro-allemands de ce point de vue-là. Et l'URSS, il nous reste une minute pour régler le sort de l'URSS. L'URSS, comment elle réagit à la déclaration Schuman? Elle réagit L'URSS ne se pose pas ce genre de questions. L'URSS, d'abord, dès 1947, se lance dans ce qu'on va appeler la guerre froide. L'inquiétude pour elle, c'est de continuer à avoir une main mise très forte sur la RDA. Et alors, ce qui va quand même, malgré tout, avoir pour conséquence en 1950, cette déclaration Schuman et plus tard le traité CK, être inquiétant pour l'URSS parce qu'elle voit que l'Allemagne va être divisée, et notamment avec la partie occidentale de l'Allemagne, la RFA, qui va apparaître comme un point d'équilibre et un point de développement économique très fort dans ce pays divisé qu'est l'Allemagne. Et l'URSS, Staline, est très vigilant
à ce qu'il n'y ait pas un déséquilibre trop important entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans toute l'histoire des républiques socialistes soviétiques, l'Allemagne de l'Est a toujours été très soutenue économiquement, politiquement, industriellement par l'Union soviétique, pour pas qu'il y ait un décrochage trop important avec l'Allemagne de l'Ouest et éviter, au fond, alors un éclatement de son empire, ce qui arrivera un petit peu plus tard. Mais les Russes n'apprécient pas qu'il y ait une Europe qui se constitue, qui forme bloc à ses portes, par ce principe classique, diviser pour mieux régner est toujours la meilleure stratégie des dictateurs. Merci beaucoup Pierre-Yves, c'est la fin de cette émission. Alors surtout, restez connectés sur YouTube ou sur Facebook, puisque notre fête de l'Europe se continue. Vous allez avoir un certain nombre de contributions du public que nous avions sollicitées, de différentes maisons de l'Europe qui ont répondu à notre appel, des centres d'information Europe Direct qui ont répondu à l'appel que nous avions lancé. Donc restez bien en ligne. Et puis à 16h, je recevrai 2 députés européens pour parler de l'identité européenne. Alors à tout à l'heure. Merci beaucoup Pierre-Yves.